Bonjour, je suis ravi de vous retrouver, ravi de retrouver donc Harlem Désir, chargé des questions européennes au gouvernement, comme tous les jours, où l'équipe de France joue. J'ai amené le ballon, ça vous concerne? Ah ouais, absolument. Ouais, Car qu'à 18h, quoi qu'il arrive, quel que soit le programme, vous y êtes. Vous on est regardez. tous là, tous au bureau, ensemble. On a décidé de regarder le match depuis le Quai d'Orsay. Que vous pensez-vous justement des déclarations de Marine Le Pen, puisqu'il s'agit maintenant de football, qui réclame la suppression de la binationalité et des problèmes d'intégration qui confèrent finalement à ce type de problème, à savoir que ça ne marche pas. Mais moi, je vois qu'il y a un grand moment de... C'est l'argument de Fillon hier. Une ferveur nationale, de rassemblement, d'unité derrière cette équipe. Et qu'il y a toujours Madame Le Pen pour essayer de trouver... à redire, alors il y a eu des supporters de l'équipe d'Algérie, mais c'est normal. Ouais. Et je suis sûr que quand la France va jouer, vous savez, notamment ceux qui sont franco-algériens, mais même les Algériens qui vivent en France, ils seront derrière l'équipe de France. Il y a toujours quelques casseurs, mais ils ont été extrêmement minoritaires. Moi, Pourquoi il y a des casseurs en France et il n'y en a pas en Algérie? Mais écoutez, dans tout... en dehors du fait que l'Algérie est un pays avec un régime policier un peu plus musclé que le nôtre. Il y a eu une minorité de gens en marge de ces manifestations, de ces célébrations qui sont mal comportées. Ils doivent être condamnés. Il faut appeler chacun à beaucoup de sérénité dans la façon de célébrer les victoires et en même temps se réjouir. Donc vous dites que c'est un phénomène identitaire. Mais ce sont heureusement des phénomènes qui mais le alors sont. Pourquoi et qui le ministère de rester. l'Intérieur, votre collègue, multiplie justement les forces de l'ordre et les précautions? Parce qu'il faut évidemment. Ça prouve qu'il est inquiet. Non, ça veut dire qu'il faut être sans naïveté et qu'il ne faut pas laisser des débordements gâcher ce qui doit rester une fête. Mais on ne change rien. Si, au fur et à mesure qu'on peut penser qu'il y aura de plus en plus de monde qui va se retrouver pour des rassemblements, les préfectures mettent en place des dispositifs pour s'assurer que tout ça se déroule le mieux, parce que c'est la volonté de l'immense majorité de ceux qui fêtent les victoires. Mais justement, vous qui vous êtes occupé au début de votre carrière politique de ces problèmes de racisme, est-ce qu'on ne peut pas aborder clairement ce tabou qui est de dire, au fond, pour une partie de la jeunesse française d'origine algérienne, le problème d'intégration ne fonctionne pas. Ils continuent à préférer le drapeau algérien, même s'ils sont français, que le drapeau. J'aimerais qu'on fasse pas l'amalgame, encore une fois, entre des petits groupes et la majorité de gens qui se comportent d'une façon tout à fait paisible, pacifique et qui sont heureux, comme partout dans le monde en ce moment, de fêter la victoire de leur équipe. Donc c'est de l'opportunisme politique de Marine Le Pen. Et je crois qu'il y a toujours une volonté de dire que ça va mal et d'essayer de dresser les gens les uns contre les autres. Profitons un petit peu de ces moments que je trouve remarquables, où même des gens qui ne sont pas des passionnés de foot, en ce moment, s'identifient à cette équipe, espèrent que Valbuena sera sur le terrain, que Cabaye va revenir, qu'on va retrouver la superbe équipe qui était face à la Suisse. Question, est-ce que, comme le dit Cameron, la désignation de Juncker comme patron de l'Europe est un jour sombre? Non, moi, ce que j'ai vu au Conseil européen, où j'étais avec le président de la République, François Hollande, c'est un président de la République au combat, et il a gagné. Mais la question, c'était sur Juncker. C'est celui qui était à l'initiative, c'est-à-dire François Hollande avec Matteo Renzi, qui a gagné parce que il a imposé une nouvelle feuille de route pour l'Europe qui correspond à ce qu'attendent les Européens, c'est-à-dire une priorité qui doit maintenant être donnée clairement à la croissance, à l'emploi des jeunes, à préparer l'Europe de l'avenir dans des grands domaines comme l'énergie. Il faut que nous ayons une politique commune, comme le numérique, comme les investissements qui vont structurer notre continent. Et je crois que, David Cameron... Est-ce que, pardonnez-moi de poser cette question, parce que c'est important, est-ce que justement les sommes consacrées à l'investissement peuvent être décalées du calcul du déficit? Mais ça fait partie des victoires qui ont été obtenues, une utilisation de toutes les flexibilités du pacte de stabilité pour prendre en compte le fait que quand des réformes sont engagées, et nous les faisons en France, en Italie, pour redonner de la compétitivité, du muscle à nos économies, ça doit être pris en compte parce qu'il ne faut pas imposer, si vous voulez, une interprétation. Oui, ça va être fait. Ça sera une nouvelle ligne. Ça va être fait ou c'est fait? Ça a été décidé là. Enfin, en désignant ce nouveau président de la Commission, il y a une feuille de route qui lui a été fixée, il y a une nouvelle doctrine qui lui est maintenant posée, qui est de dire on n'applique pas bêtement le pacte de stabilité, on prend en compte les réformes engagées qui auront de l'efficacité à moyen terme, on prend en compte le cycle économique qui est encore fragile, il y a une croissance qui est là, mais elle n'est pas assez forte. Et pour ce qui est de M. Cameron, on sait que la Grande-Bretagne s'est toujours située dans une position un peu externe par rapport à la zone euro, mais en même temps, elle a toute sa place dans la grande Europe à 28. Et moi, je souhaite que cette crise soit surmontée et que dans les étapes qui suivent, je retiens évidemment, que la Grande-Bretagne reste un grand dépenses partenaire. d'investissement européennes seront défalquées du calcul du déficit. Ce n'est pas de cette façon que cette question est posée, parce que ce n'est pas une question arithmétique de dire quel est l'investissement qui est calqué. C'est de dire, par exemple, un pays comme l'Italie qui a une dette de 130%,
et qui est évidemment tout à fait d'accord pour la résorber, on n'est pas obligé de lui dire vous devez tout résorber en 3 ans en asphyxiant vos investissements. Il faut que vous fassiez les réformes. Ils sont en train d'en faire comme nous. Par exemple, ils vont supprimer l'équivalent des départements. Ils sont en train d'aider leurs entreprises aussi à avoir moins de charges. Prenez le temps nécessaire. Ce qui est important, c'est que vos réformes amènent la croissance. Mme Merkel a accepté ça. Eh bien, il y a eu un débat. Vous avez vu qu'il y a eu une confrontation d'idées. C'est pas clair. Le résultat n'est pas clair. Ce qui sort, c'est qu'on ne continue pas comme avant. Ce qui sort, c'est que le président de la République a dit on ne va pas continuer avec les politiques qui ont été menées pendant les 10 dernières années sous l'égide de la présidence Barroso et qui ont, à la crise, ajouté l'austérité qui a aggravé la récession et qui ont fait de l'Europe une zone de récession et de faible croissance. Maintenant, on fait les réformes, très bien, mais on interprète le pacte d'une façon dynamique, intelligente. Et là où on commence les réformes, on aide en même temps à la situation du chômage en France. Et on lève ensemble des capacités d'investissement. Avec la Banque européenne d'investissement, nous voulons qu'elle puisse investir davantage encore. Avec les fonds du budget européen, on veut les débloquer maintenant. Avec les 6 milliards pour la garantie jeune, c'est-à-dire un emploi ou une formation pour les jeunes qui sont sortis depuis 4 mois du système scolaire ou qui sont sans emploi partout en Europe, on a fait débloquer 6 milliards d'euros. On multiplie ce fonds jusqu'à 20 milliards pendant les 5 prochaines années. C'est un président de la République qui a fait en sorte que l'Europe soit réinitialisée pour que les citoyens réadhèrent au projet européen. Donc vous nous dites ce matin qu'il y a un nouveau départ, Claire. Il y a un nouveau départ avec un nouveau leadership que moi j'ai vu se matérialiser dans ce Conseil européen. Vous voulez dire que l'homme fort de l'Europe, c'est Hollande? Je veux dire que l'homme fort de l'Europe, c'est celui qui est arrivé en alliance avec le président italien Matteo Renzi, qui prend la présidence tournante de l'Union européenne avec des idées et qui a mobilisé aujourd'hui d'abord l'ensemble des socialistes et sociodémocrates qu'il avait rassemblés à l'Élysée juste avant ce Conseil et qui est porté par une attente qui est celle majoritairement que les citoyens ont exprimée. Certains malheureusement en ne votant pas, mais en disant justement qu'ils voulaient que ça change, d'autres en protestant. Mais c'est un signal d'alerte. Si on ne veut pas que les eurosceptiques demain continuent à progresser, il faut aussi répondre à leurs attentes. Et d'autres qui ont dit on vote pour une réorientation plus social-démocrate. Je sors les journaux à caractère économique, les Échos et l'Opinion. Le ras-le-bol des patrons français contre l'État avant la conférence sociale. Et eux, ils considèrent que ça n'a strictement aucun rapport avec le pacte de stabilité. Ils considèrent que la politique économique française est néfaste, que les économies n'y sont pas, que les réformes administratives restent tatillonnes, et donc ils menacent plus ou moins, parce que c'est ça la vérité, de boycotter la conférence sociale. Heureusement, il n'y a pas de menace de ce genre. Et comment ça, il n'y a pas de menace? J'ai lu leur déclaration. Leur déclaration, c'est il faut aller plus vite. Moi, je dis, c'est pas le moment de pétition, c'est le moment de l'union des patrons, des syndicats, des partenaires publics pour mettre en œuvre le pacte de responsabilité. C'est-à-dire pour utiliser toutes les marges qui sont données par ce pacte en termes de réduction du coût du travail, en termes de CICE, réduction donc de la fiscalité des entreprises, pour embaucher, pour investir, pour innover. Et donc ce que disent ces patrons, à juste titre, que les entreprises françaises sont prêtes à innover, qu'elles sont prêtes dans la compétition mondiale, il faut qu'elles le fassent maintenant. Il ne faut pas simplement écrire des pétitions. Donc utilisons la conférence sociale comme le grand moment de la négociation sociale sur l'utilisation de ces moyens qui a été les pouvoirs prise publics mettent sur la table. Et l'utilisation d'une tribune dans le JDD d'un certain nombre d'associations patronales, c'est une menace qu'ils font peser sur le gouvernement. Autrement, ils ne seraient pas pris. D'abord, ils vont être reçus par le président de la République, aujourd'hui même, je crois. Deuxièmement, je rencontre moi-même les partenaires sociaux. Je l'ai fait avec le Premier ministre la semaine dernière en préparation de la conférence sociale. Je vais les revoir ce matin, un certain nombre d'entre eux, avec François Rebsamen, parce que nous travaillons sur la dimension feuille de route sociale et de croissance de l'Union européenne. Et on veut en faire un élément central de la rencontre des partenaires sociaux. Il faut qu'ensemble, les syndicats, le patronat, le monde économique français portent en Europe cette réorientation, cette nouvelle priorité. Donc le moment n'est pas de s'interpeller encore une fois, par des pétitions. Ils l'ont fait très bien, mais maintenant, c'est d'agir ensemble et de bâtir en France une union des forces économiques, sociales et politiques. Je l'ai lu. Voilà. Ce texte, vous permettez que je fasse une petite interprétation. Les patrons, disons, font la fiscalité sur les entreprises, contrairement à ce qu'on a raconté, n'a pas baissé. Et les économies, je reprends par exemple les propos de Dominique Strauss-Kahn la semaine dernière dans l'Express, c'est du pipeau, c'est de la littérature. Moi, j'ai lu ce texte. Ce qu'il dit, c'est vous avez annoncé ont été annoncées un certain nombre de baisses de la fiscalité. Elles sont là, simplement on veut la garantie. Je vais prendre un peu de café. Voilà, les patrons disent on veut la garantie qu'on ne va pas les remettre en cause pendant les 3 prochaines années. Il n'y a aucune volonté de les remettre en cause. Donc nous,
Ce que nous leur disons, c'est maintenant que vous avez cette visibilité sur les 3 prochaines années d'une baisse du coût du travail, d'une baisse de l'impôt sur les sociétés, d'un coup de pouce aussi qui est donné aux salariés qui sont au niveau du SMIC, qui vont voir leur cotisation sociale baisser. Et pour certains d'entre eux, qui vont ne pas avoir à rentrer dans l'impôt sur le revenu. Donc, ils vont avoir un coup de pouce à leur capacité de consommation. Utilisons tout cela. Il y a quand même une nécessité de les convaincre puisque vous les recevez. Ça prouve que bien le problème... sûr, parce que nous préparons très sérieusement la conférence sociale. Parce qu'il faut maintenant... Écoutez, ça fait ça fait depuis le 1er janvier, le 31 décembre, que le président de la République a annoncé le pacte de responsabilité. Maintenant, il est en débat au Parlement. Cette semaine, il va être voté. Dès la rentrée, il va s'appliquer. Le crédit d'impôt compétitivité emploi a été voté en 2012. Il s'applique depuis le mois de mai. Il bénéficie aux entreprises. Donc maintenant, on n'en est plus à s'interpeller par des pétitions. On en est à passer à l'action dans chacune des branches. Et vous serez soutenu par la présidence italienne qui démarre le 1er juillet. Et la présidence italienne est totalement en phase avec notre vision d'une relance, d'une réinitialisation de l'Europe. Qui c'est le chef? C'est Renzi ou c'est Hollande de cet acte? Vous savez que c'est bien d'avoir des alliés et d'être à deux pour tirer le char européen. Donc il n'y a pas de chef. Et il y a 2 chefs en ce moment, c'est clair. Et ensemble, ils ont dessiné les priorités des 5 prochaines années pour l'Europe. Il y a 400 militaires russes qui arrivent. On a vendu des Mistral. Vous avez participé évidemment aux conversations qui ont été marquantes ce week-end entre Angela Merkel, Poroshenko, Poutine, etc. Est-ce que Poutine, j'y étais pas, mais la rencontre entre Angela Merkel, François Hollande et Poroshenko, est-ce qu'on a obtenu quelque chose à Bruxelles, j'y étais. Oui, c'est très important. C'est d'abord que il a été obtenu ce cessez-le-feu prolongé de 72 heures, donc qui dure jusqu'à ce soir. Et l'intervalle a été utilisé, vous l'avez vu, pour qu'il y ait un nouveau contact avec le président Poutine, pour à la fois s'assurer que la tension baisse, que la frontière puisse retourner à des conditions, disons, pacifiques. Et là aussi, que des otages soient qu'on a obtenu quelque chose. Et que voilà, surtout, on engage un processus de discussion politique à la fois entre l'Ukraine et la Russie, entre Poutine et Poroshenko. Ça, c'est la suite des rencontres de Normandie. C'est vraiment la diplomatie du président de la République qui est parvenue à ce premier résultat. Il faut que ces pays vivent en paix et que l'on règle ce qu'on appelle le plan de paix proposé par M. Poroshenko, c'est-à-dire d'une façon stable et durable la situation de ces populations de l'Est de l'Ukraine qui doivent être respectées, mais aussi la mise hors d'état de nuire des séparatistes qui ne doivent plus être soutenus par la Russie. Répondez, si vous le souhaitez, par une pirouette. Est-ce que vous avez lu l'Express quand justement DSK dit de la plupart des ministres du gouvernement que ce sont des brels? Donc ça s'adresse à vous comme à d'autres. J'ai lu ça. Des ânes, en gros. Je me suis demandé desquels il parlait, je ne les connais pas. Non, mais c'est quand même très désagréable. Oui, mais je ne suis pas là pour commenter les gazettes. Chacun a bien le droit de s'exprimer et de juger comme il veut. Moi, ce que je vois, c'est un gouvernement qui a l'action, qui réforme, qui pèse en Europe. Ça, je peux en témoigner parce que j'étais là à Sarajevo, à Belgrade, à rencontrer le Premier ministre serbe qui va venir à Paris cette semaine parce que j'étais avec tous mes homologues, les Allemands, les Italiens, pour préparer ce Conseil européen et que je vois un gouvernement à l'action en France et en Europe. Merci beaucoup. Donc, Harlem Désir est venu ce matin sur l'antenne de LCI et de Radio Classique. Bonne journée à vous.